Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Moment important car c'est John qui vous parle et je suis avec mon cher Rem. Salut Rem, comment vas-tu? Salut, salut! Comment? Bah, ça va trop bien. Je suis trop content d'être là. Voilà, je fais des petites apparitions de temps en temps. Je suis désolé. Voilà, pour ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'on parle. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que bon, le monde évolue. Le NFT Morning parle pas seulement d'art en ce moment. On a plein de séries. On parle du futur du paiement. On parle de techno. On parle de crypto. Mais quand on parle d'art, Rem est là. On peut compter sur toi. Voilà. On peut compter sur toi pour ces moments-là. Et alors, en plus, non, mais attendez, c'est quand même un épisode particulier. On est quand même le 23 décembre, au milieu du début des vacances, on va dire. Ouais. Et en fait, bah, regarde, on est là, on fait l'épisode 910 et quelques, ou je sais pas quoi. Et on continue tranquillement notre bonhomme de chemin. Puis surtout qu'on a une amie aujourd'hui, on a une invitée qu'on Mais, veut mais très. attends, John, tu dis plus à quel niveau est le Bitcoin? T'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors, c'est vrai que le Ah, marché un est petit un peu point marché. Comme ça, un petit peu en tu me mets au marché. courant. Le Bitcoin est à 87 000 dollars. Mm. L'Ethereum lèche les 3 000 à 2 966. Ah ouais, Solana à 124. On ok. est, on est en bear market, hein, Fayel, on peut le dire. Ça fait un On est, moment que c'est à peu près sur ces euh, niveaux-là, non? c'est stable. Mm. Est-ce que, enfin, on refera d'autres. Je pense qu'on va se faire un épisode de la rentrée, mon cher Rem. On va se faire nos projections 2026. On va faire tout ça quand même. D'ailleurs, J'ai- j'ai envie de te dire, j'ai presque envie de le programmer la semaine prochaine, mon cher Rem, et on reviendra vers vous pour vous annoncer tout ça. Mais en effet, voilà, le marché est fatigouze, un peu fatigué. Les marchés des NFT et voilà, voilà, on va dire, il est pas foufou non plus. Mais en fait, voilà, ça y est, on n'est plus dans le marché, en fait. On est devenu hors marché. On est devenu simplement, voilà, des gens qui enjoy, qui profitent des installations artistiques aussi, qui profitent de l'art. Et on a une invitée aujourd'hui, justement, une personne qui est déjà venue à plusieurs reprises au NFT Morning et qu'on est extrêmement content d'avoir à nouveau. Du coup, bienvenue à toi. La voici. Attendez, je ne trouve plus le bouton. Voilà, hop, voici du coup, voici Sandy. Bonjour Sandy, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être là. Ravi de retourner à NFT Morning après un petit moment. Ça passait, je pense, un an, je sais pas, Oui, ça fait mais un an. super ravi. C'était une belle année. Puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de te voir, on va dire. Tu as plusieurs casquettes dans ce space, hein, Ouais. c'est vrai qu'on t'a reçu à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que tu manages, on va dire, plusieurs artistes. Un des artistes qu'on a beaucoup suivi, évidemment, c'est Akatao, avec qui tu travailles depuis Depuis longtemps. longtemps, depuis 2018, donc c'est pas mal là. 2018, donc depuis bientôt Ouais, 8 ans que tu travailles avec Akatao, en effet. Et je suis puis, devenue vieille. on a tous pris des petites rides, hein, tu vois, tout le temps. Mais voilà, tu vois, j'ai pas encore de cheveux blancs, moi, mais ça va pas tarder. Moi, je suis Euh, blonde, donc j'ai de la chance là. c'est ça, tu vois. Moi aussi, j'ai des petits reflets clairs, ça m'aide à cacher les cheveux blancs, tu vois. Mais voilà, on est là. Puis, parmi les artistes que tu gères, Sandy, donc, il y a tout simplement Andrea j'allais dire Andrea Crespi. Andrea Crespi, pardon. Voilà, je me mélange les mots. Donc, Andrea Crespi, donc, tu as cette initiative, en effet, qui s'appelle Alter Space, justement, qui interroge un peu sur la place de l'art numérique, de l'intelligence artificielle dans un musée. Et donc, c'est ça, quand même, qui nous touche, qui nous fait plaisir et qui fait que ce projet prend encore plus d'importance. Tu peux déjà nous faire un peu le résumé de l'initiative, peut-être en une ou deux phrases, Sandy? Ouais, bien sûr. Bah, alors, ça fait déjà plus d'un an qu'on a commencé à discuter avec le musée, s'appelle Fabbrica del Vapore à Milan.
C'est un musée assez particulier parce que déjà, c'est une sorte de centre culturel. Donc, c'est pas le vieillotte musée boring, mais c'est un musée déjà qui s'approche à différentes formes d'art. Donc, par exemple, à ce moment, il y a notre exposition d'Andrea Crespi qui s'appelle Artificial Beauty. Mais dans la salle à côté, il y a les 3 grands maîtres de l'art espagnol, Picasso, Miro et Dali. L'autre salle, il y a des festivals musicaux. Donc, c'est un centre déjà ouvert dans l'esprit. Et c'est c'est ce qui nous intéresse pour se rapprocher et pour arriver avec de la nouveauté et effectivement porter l'art numérique, mais pas seulement l'art numérique, c'est-à-dire l'art contemporain dans ses nouvelles formes dans le monde institutionnel. Et donc, l'expo a ouvert en fin octobre et ça va rester jusqu'à la fin de janvier. Donc, c'est 3 mois d'exposition. L'expo Artificial Beauty, c'est un expo personnel de Andrea Crespi. Mais comme vous voyez dans cette photo, on a installé un géant écran LED des 5 mètres de haute pour présenter l'art numérique. On a expressément décidé de ne pas mettre uniquement des œuvres de Andrea, mais de travailler dans l'esprit Web3 et donc ouvrir les portes d'une expo personnelle à d'autres artistes. En tant que curatrice, je fais la sélection des premières 10 artistes qui ont exposé dans cet énorme écran sur le premier mois et demi. Et j'ai voulu déjà choisir des artistes assez différents l'une de l'autre en termes de style, mais qui ont tous une vision sur le topic Artificial Beauty, donc la réinterprétation de la beauté et de l'esthétique dans un univers de la contemporanéité à travers la technologie et tout ce que c'est artificiel, pas seulement intelligente artificielle. Et après, on a lancé une Call for Artists et on a sélectionné 10 autres artistes un peu plus émergents, des talents. Et on a lancé la Call for Artists juste après l'ouverture de l'expo, donc en début de novembre. Et là, la semaine dernière, on a annoncé les gagnantes. Donc là, il y a les nouveaux des artistes. Donc, c'est vraiment un espace dynamique où on va proposer à la communauté. Là, c'est Too Much Lag, donc des gros noms. On a choisi Too Much Lag, j'ai choisi Anna Maria Caballero, Andrea Chiampo, Fabio Giampietro, Ryan et Alice. Donc, on a vraiment fait un mélange d'artistes internationaux sur la première partie et des jeunes talents sur la deuxième. Donc, l'idée avec cette installation, c'était déjà, c'est sur un espace public parce que c'est dans un musée, mais c'est dans la cour. Donc, il n'y a pas besoin de payer un ticket pour voir l'écran. Donc, bien évidemment, si tu veux visiter, là c'est Anna Maria Caballero, ce qu'on voit. Donc, si tu veux visiter l'expo d'Andrea Crespi dans le musée, il y a un ticket d'entrée. Mais l'idée, c'était de commencer à faire de l'éducation sur l'art numérique au grand public d'une façon gratuite pour que les gens puissent commencer à le voir, à le connaître, à l'apprécier avec, dans tout cas, le cadre de la cour d'un musée. Donc, pas seulement dans les écrans comme on est habitué à voir dans la rue, mais non avec tous les projets comme Art Crash, comme Sedition Art et tout ça, mais vraiment avec le contexte, que ça aide et c'est important, très important. Génial, génial. Donc, en effet, on a cet écran géant et tu as dit, donc voilà, on va repartager un peu des images au fil du morning sur les différents artistes sélectionnés. En effet, le rôle de ce musée, de cette fondation, donc avec cette expo qui continue, donc qui est en cours en ce moment, qui est jusqu'à quelle date déjà, Sandy? C'est jusqu'au 25 janvier. Très bien, donc en effet. On va juste couvrir les Jeux olympiques de Milan et on laisse à eux après l'espace parce que justement après il y aura toutes les initiatives en février dédiées aux Jeux olympiques. Donc nous on a ouvert l'espace à ça
Et c'est 3 mois d'expo en total. Génial. Et alors, du coup, pour venir un peu plus aussi sur l'artiste, hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas Andrea, tu peux nous mettre un petit peu nous remettre un peu en perspective qui est Andrea Crespi, justement? Bien sûr. Alors, Andrea, c'est un artiste italien. C'est un jeune talent. Il a 35, même pas 35 ans, il a 32 ans à peu près. Et il a déjà travaillé pas mal à l'international. Donc, on avait aussi bien fait une expo à NFC Lisbonne il y a 2 ans dans la grande salle. C'est un artiste qui aime travailler en transversal sur le média. Donc, il travaille en physique, niveau peinture, niveau sculpture, mais aussi bien en digital et en numérique. Donc, on peut se dire que ce qui lui intéresse, c'est l'expérimentation. Le médium, c'est juste entre guillemets, pas juste, mais c'est un médium. Donc, c'est-à-dire, c'est un artiste qui reste figuratif parce qu'il y a toujours une esthétique derrière, mais c'est un artiste aussi bien conceptuel. Donc, ce qui lui intéresse, c'est de passer des messages. Et maintenant, avec cette exposition, c'est la plus grande exposition, on peut se dire institutionnelle pour lui, parce qu'on a déjà fait pas mal des expos un peu dans le monde entier. Il a déjà participé. Ici, on voit quelques projets. Là, le gros David, c'est un David de 100 mètres de haute qui a été exposé dans un autre musée de Milan, à la Triennale, et aussi bien dans une autre exposition dans une cave. Donc, on a fait déjà pas mal de projets institutionnels, mais cette expo, c'est vraiment une sorte de voyage dans son univers. C'est-à-dire, c'est un jeu des dichotomies, on peut se dire. Et lui, il va investiguer le classicisme. Ce qu'on voit dans ses peintures, dans ses sculptures, c'est toujours une reprise de l'Antiquité. Là, on voit le David, on voit Amore Psyche, on voit la Vénus, des sujets qui parlent au grand public parce que ce sont des sujets hyper connus, mais toujours réinterprétés avec sa chiffre stylistique de la ligne. Donc, ce jeu optical qui nous interroge toujours à changer le point de vue pour comprendre mieux ce qu'il y a, parce que si on se rapproche trop, on ne comprend rien du tout. C'est juste de l'abstrait. Et si on commence à changer le point de vue, on commence à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Donc déjà, il y a une investigation sur sa chiffre stylistique, mais aussi bien sur tout ce que c'est l'interrogation de sa construction du projet artistique. C'est-à-dire comment les nouvelles technologies et comment la société contemporaine agit et réagit sur le classicisme. C'est-à-dire l'esthétique, la beauté sont réinterprétées avec un œil qui parle le moment qu'on est en train de vivre. Donc, il y a toujours des investigations. Donc, il y a une Vénus que Botticelli serait un peu surprise parce qu'il a mis sur sa Vénus un marbre, un bras mécanique. Il mélange donc Canova, les Amore Psyche, il verrait une interprétation très, très futuristique, on peut se dire, parce qu'il y a cet android. Après, il y a des projets où il va expérimenter l'intelligence artificielle. Il y a des projets où ils utilisent le bras mécanique. Donc, avec cette exposition, il veut vraiment inviter le grand public à réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre et comment cela impacte bien évidemment le rôle d'un artiste, mais aussi bien le rôle d'un musée et d'un spectateur. Donc, c'est un peu un jeu Il va poser beaucoup de questions. Et en tant que curatrice de l'expo, on a travaillé énormément justement sur la participation du public, sur poser des questions sans donner forcément de réponse. On veut que les gens puissent s'interroger. Et aujourd'hui, déjà, prendre le temps de s'interroger, de se poser des questions, à notre avis, c'est quelque chose de très important parce qu'on est habitué que les gens nous donnent les infos et on avance avec d'automatisme. Mais il faut se poser des questions.
Parce que, surtout là, sur les thématiques comme l'intelligence artificielle, c'est super actuel. Il y a beaucoup de gens qui prennent des positions en positif ou en négatif, mais quand toutes les choses, il y a toujours un peu le double aspect. Il n'y a jamais rien qui est 100% positif ou 100% négatif. Là, ce qu'on voit, c'est un projet. Là, c'était la première, sur la gauche de cette photo, il y a un gros écran avec la première œuvre qui est Andrea a minté sur SuperAir. Donc, SuperAir est aussi partenaire de cette expo. Et c'était un projet qu'il avait fait de bénévolat avec des enfants, avec un camp qui s'appelle Dynamo Camp, où les têtes de Vénus, qu'on ne voit pas trop bien parce que c'est une petite photo, mais c'est une reprise de Andy Warhol, mais à la place de Marilyn Monroe, il y a la Vénus classique, et a été faite avec des enfants qui ont des grosses maladies. Et après, les petits enfants, ils l'ont dessiné sur le papier, et après, il a été minté, la version digitale, sur SuperAir, en 2022 déjà. Donc, c'est une expo qui présente des pièces faites exprès pour l'exposition, mais aussi bien des pièces historiques comme celle-là. Voilà, et donc la Vénus ici. Donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit le style d'Andrea. Je pense que tu regardes en effet quelques œuvres de lui, tu l'as tout de suite compris, en effet, revisite des classiques avec ce travail sur les lignes. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est un peu le rôle de l'art aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est ce qui nous intéresse, notamment dans l'art numérique, c'est de poser ces questions. En effet. C'est vraiment ce côté-là. Ça veut dire quel est le rôle de la machine dans le processus créatif, quel est le rôle de la machine dans la manière dont on perçoit les choses. Et puis, c'est aussi un langage. Il y a toujours une notion de langage entre le passé et le présent, quoi. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans le monde, d'un côté, dans le space NFT, c'est un peu un langage entre le présent et le futur, où on dit ces œuvres-là vont être des classiques dans les 100 prochaines années, donc, évidemment, avec un côté de questionnement spéculatif pour certaines, sachant qu'on a envie déjà de se projeter, parce qu'en effet, l'art ne juge qu'avec le temps, quoi, finalement. Et un classique n'émerge, enfin, c'est impossible 1 an, 2 ans, 3 ans après une sortie de se dire c'est un classique. Parce que ce qui fait le classique, c'est justement l'aspect temporel, quoi. Et donc, on peut juger d'un classique uniquement une fois que le temps est passé, mais par contre, on peut jouer, revisiter, l'interroger et dire qu'est-ce que c'est un classique avec les critères du 21e siècle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord, absolument. Et Et c'est le rôle, justement, le mélange entre humaine et machine, c'est vraiment le central dans cette exposition. Avec Artificial Beauty, justement, ce qu'on veut se poser comme question, c'est dire, est-ce que l'homme pourrait maintenant vivre sans la machine? Non, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que dans ses œuvres, il va intégrer la technologie d'aidant la forme physique de l'humain. Donc, justement, comme on disait avant, la Vénus de Botticelli avec le bras mécanique. Parce que si McLuhan, à l'époque, il disait que la technologie, c'est une extension de notre corps, là, maintenant, est devenue part de notre corps, tout à fait. Et donc, pour moi, ce que c'est important à faire comprendre, c'est que sont des outils. Et donc, on ne peut pas avoir peur parce que, justement, ça fait partie de notre temps, ça fait partie de la révolution qu'on est en train de vivre. Et il faut l'accepter et il faut la disfruter au maximum. Et aussi, donc, c'est important que les artistes contemporains puissent réfléchir sur ça parce qu'il faut comprendre ce qu'on est en train de vivre et le traduire d'une version esthétique, d'une version artistique, justement. Je suis d'accord. Et en effet, et d'ailleurs, enfin, aucun rapport, mais j'ai vu une news ce matin qui m'a interpellé sur un prix de jeu vidéo qui a été retiré à un studio indépendant qui s'appelle Clair Obscur, parce qu'au moment de faire leur frame, ils avaient utilisé, enfin d'ailleurs pour leur brouillon, ils avaient utilisé de l'intelligence artificielle. Et donc, finalement, ce prix a été retiré au nom du fait qu'ils aient utilisé cet outil. Et je trouve ça tellement anachronique aujourd'hui de prendre ce genre de décision, parce que, en fait,
aujourd'hui, on se pose encore ces questions. On sait très bien déjà que dans 5 ans, on ne se les posera plus. Parce que Même en 2 ans, je pense. on se posera plus. J'espère. En fait, la question, c'est voilà, les questions qu'on ne se pose plus aujourd'hui déjà sur l'outil numérique, sur le fait d'utiliser Photoshop, Motion, Illustrator ou n'importe quel autre outil. Bah, on se pose déjà, enfin, je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà assez évident que c'est la même chose, quoi. C'est juste, c'est juste un outil, mais on est encore un peu, voilà. Enfin, je pense que c'est la bonne manière d'avoir la perception sur ce que c'est aujourd'hui, même si évidemment, enfin oui, il y a une forme. C'est vrai que moi je vois ça aussi dans le travail justement d'Andrea. On a une forme d'aliénation aussi, et c'est, enfin ça veut dire, bah oui, on peut plus, enfin notre cerveau, notre corps ne peut plus s'en passer. Et donc, bah, finalement, aujourd'hui, on est un peu lazy. Donc, au lieu d'envoyer un message compliqué, on va demander à l'AI de nous aider. Excusez-moi, là, voilà, il y a un peu de bruit autour. Mais du coup, on va demander à l'outil de nous assister. Mais à un moment T, c'est un peu comme une calculette, quoi. C'est vrai que bah, l'outil fait en sorte que demain, on sera plus capable de faire du calcul mental. Et donc, on s'appuie là-dessus. Donc, il y a une forme d'acceptation, d'obligation, mais aussi, oui, de résignation, quoi, pour moi. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut utiliser notre intelligence aussi pour comprendre comment ne pas arrêter d'utiliser notre cerveau et utiliser au contraire notre cerveau pour utiliser encore mieux et encore plus la technologie. Et je trouve que justement cette expo, c'est intéressant parce que c'est vraiment une réflexion sur ce qu'on est en train de vivre, mais aussi bien sur des grosses questions qui, bah, les artistes se posent depuis toujours, c'est-à-dire qui est l'artiste? C'est celui qui pense ou c'est celui qui fait? Bah, c'est quelque chose qui existait déjà il y a des années, des siècles, je dirais. Si on pense aux grands artistes des 500, ils avaient quand même la maison. Donc, évidemment, Leonardo da Vinci, il avait une grande main et pas seulement une grande tête, mais il ne faisait pas les choses toute seule. Il avait quand même une grosse équipe. Et il y a plein d'autres artistes qui, dans les années, sont devenus très, très connus, mais on sait bien que c'est plutôt le concept qu'est la réalisation. Donc, justement, les œuvres d'Andrea, il y a cet aspect. Et l'évolution au XXIe siècle, oui, enfin, déjà au XXe, attendu de plus en plus au concept, justement, quoi, avec justement l'évolution des outils. Bah, le concept a eu petit à petit presque plus de valeur même que évidemment. La technique, on va dire elle-même, quoi. Bah, je pense que la technique, c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Je pense que les études d'art, comprendre, connaître le passé, connaître ce qui a déjà été fait pour ne pas se croire l'inventeur du monde quand peut-être il y a quelques hommes d'autres. Il l'avait déjà fait il y a 70 ans. Donc, je pense que la culture, la connaissance et la capacité manuelle sont absolument indispensables. Mais la technologie nous permet de passer des messages que si on s'arrête à ce qu'on est en train de faire ou capable de faire, bah, on est très limité des fois. Donc, ce qu'Andrea Crespi dit aussi, il a voulu porter cet énorme bras mécanique géant dans l'exposition. C'est ça. Parce qu'il dit, bah, avec cette technologie, moi déjà, je peux arriver à faire de la sculpture que sans ça. Bras mécanique, quel rôle il joue dans l'exposition, du coup? Bah, alors, c'est justement cette œuvre, il s'appelle The Artist and the Thief. Et c'est justement l'œuvre clé pour cette pensée. Et alors, au début, ils auraient dû avoir une autre forme. À la base, ce que vous voyez, c'est un bloc de marbre avec un nez. Et voilà, il y a un nez, on le voit juste un petit peu là. Donc, c'est en italien, il y a un jeu. Ils m'ont dit que même en anglais, c'est dit même dans la même façon. Je ne sais pas si c'est dit aussi bien en français, mais quand tu es petit, quand tu es enfant, il te dit je t'ai volé le nez.
Bien sûr, c'est un classique, je t'ai Là, volé. je t'ai volé le nez. Donc, c'est une façon pour te dire aussi, alors, qui vole à qui? C'est l'artiste qui vole, c'est la machine qui vole le travail à l'artiste. Donc, c'est une réflexion sur le rôle de l'art, de l'artiste, de la technologie. Et dans cette exposition, il y a pas mal des investigations que le monde de l'art, justement, fait depuis toujours sur le contexte du musée, sur le contexte du rôle de l'artiste, sur le contexte du rôle de l'œuvre. Là, maintenant, des fois, on est habitué à aller voir une expo, non plus pour l'importance de l'œuvre, mais pour l'importance du nom de l'artiste. Je vais voir l'expo de Frida Kahlo. Peut-être qu'il y a des œuvres horribles parce que la sélection curatoriale, après avoir des œuvres horribles de Frida Kahlo, c'est très difficile. Mais c'est vrai que la valeur d'une expo n'est pas seulement le nom de l'artiste, c'est aussi bien la sélection des pièces, le lien curatorial qu'il y a derrière, l'exposition, la lumière, la mise en place. Là, maintenant, on est dans une société où l'artiste est devenu la marque. Et donc, c'est justement c'est poser des questions sur qui est le protagoniste. Et c'est une sorte de triade. C'est la machine, c'est l'artiste ou c'est l'œuvre. Donc, cette œuvre-là, c'est justement pour faire cette interrogation. Ce qu'il disait, c'était, oui, peut-être que moi, j'aurais pu arriver à faire de la sculpture à la main. Il faut faire des cours, mais ça prend combien d'années pour avoir une technique si parfaite? Alors, la technologie, dans ces cas, ça nous aide à réaliser quelque chose. C'est vrai, il ne l'a pas fait physiquement lui, mais à travers cette technologie, il peut réaliser une œuvre, entre guillemets, conceptuelle qui fait arriver à l'observateur cette investigation. Si il devait attendre d'être capable de la faire, on n'aurait jamais eu cette exposition. Donc, c'était un peu ça. Et aussi bien, par exemple, une autre œuvre qu'il y a dans l'expo, c'est une investigation sur le rôle de l'art à travers un sort de hacking au MoMA. Là, le MoMA, c'est justement sous l'attention pour les dernières acquisitions. Donc là, on pourra parler aussi de ça si vous voulez. Mais justement, Andrea, il est en 2022, il était à New York, il a fait un voyage à New York. Et un peu en reprenant en activation de Banksy de l'époque, il a hacké le MoMA, c'est-à-dire il a posé sur un mur un QR code qui, si tu prenais la photo de QR code, tu avais une œuvre virtuelle où il y avait sa tête avec son style, la ligne. Il a juste posé, collé dans un mur d'une façon totalement illégale. Personne ne le savait. Et il s'est détaché, il a fait semblant d'être un visitateur. Il a regardé les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ce qui se faisait, c'était que il pensait tout à fait que c'était une œuvre d'art légitime du MoMA. Donc, avec cette activation, ce qu'on a reprise dans l'exposition actuelle, c'est qu'on a mis un grand écran où on a fait un docufilm qui présente l'activation, qui montre comment c'est passé, qui montre les réactions des gens. Et on a exposé le QR code. Avec cette activation, avec cette installation, on veut réfléchir sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le contexte, et c'est pour ça que je le présente, parce que c'est très lié au thème de ce podcast, les institutions et la choix des œuvres. Donc, est-ce que l'art numérique est légitime d'être par des collections institutionnelles? Dans ces cas-là, on va reprendre Duchamp. Duchamp, c'est lui qui nous dit ça dépend du contexte. C'est le contexte qui fait l'œuvre. Donc, dans ce cas, si on prend le QR code d'Andrea et l'on met dans un restaurant, on peut penser que c'est le menu. Si on met le QR code dans la rue, on peut penser que c'est un guérilla marketing d'une publicité. Si on prend le QR code et on le met sur le mur du MoMA, automatiquement, c'est une œuvre d'art. Et
si l'artiste a été sélectionné par le MoMA, alors c'est un vrai artiste. Alors il a le mérite d'être un artiste. Donc autrefois, c'est le contexte qui donne la crédibilité à l'artiste. Donc justement, lui, il avait fait cette opération un peu en train de jeu. Et il avait jamais présenté, là c'est devenu actuel aussi pour le cas récemment du Louvre qui sont rentrés, pareil, ils ont fait un truc similaire. Là, lui, il l'avait fait il y a 3 ans, mais il l'a voulu présenter exprès dans cette exposition parce qu'il lui dit, je veux le présenter dans un musée quand je rentre dans la porte officielle. Donc, automatiquement, là maintenant, cette installation, c'est légitime, alors qu'au moment, il était illégal. Après, il y a d'autres réflexions. Toujours, parce que, par exemple, les gens croyaient qu'ils étaient une vraie œuvre d'art du moment. Donc, ils prenaient des photos, ils faisaient des stories. Et donc, les gens en Italie ou partout dans le monde qui voyaient les stories d'Andrea, ils croyaient qu'il a été sélectionné tout à fait pour le moment. Alors, ça nous fait rentrer dans un autre sujet, qui c'est le sujet des fake news. Est-ce que ce qu'on va lire, on va voir sur les réseaux sociaux, c'est la vérité ou pas? Parce que si je vois une story d'une œuvre d'Andrea Oumoma et je crois que c'est la réalité, bah alors automatiquement, qu'est-ce que c'est la réalité? Et après, il y a un troisième pilier aussi avec cette installation qui était que le QR code maintenant ne marche plus. Parce que c'est un QR code généré en 2021, présenté en 2022. Donc, on est à la fin de 2025, presque en 2026. Ça a changé un code et les QR codes ne marchent plus. Donc, ça nous permet aussi de comprendre la fragilité du réel, mais aussi bien la fragilité de la technologie, de l'évolution. Donc, pour juste une œuvre, il y a tellement différents concepts derrière qu'on se demande, est-ce que vraiment c'est uniquement la technique que ça nous intéresse? Parce que là, c'est juste un QR code. Non, mais en plus de ça, je pense que, en fait, c'est pour ça que Rémi et moi, notamment, beaucoup de gens ont plongé dans cet univers de l'art numérique, de la blockchain, même après, c'est un autre sujet. Mais c'est parce que ça pose des questions, justement. Voilà, ça pose des questions. Ça parle au départ de l'art, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que l'art au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'être artiste? Qu'est-ce que la notion d'art à l'heure des technologies? Mais après, ça pose des questions plus larges. Tu as évoqué les fake news. En fait, c'est des questions de société, en fait, hein, tout simplement. Ça veut dire, qu'est-ce que l'humain, à l'heure du numérique? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la post-vérité? Qu'est-ce que la... Enfin, sans aller jusqu'à la fake news, d'ailleurs. Hein, enfin... Quand tu vis une expérience en VR, est-ce que tu l'as vraiment vécue ou pas? Quand tu vis une expérience, quand tu vois une personne qui pose une magnifique robe, qui a un filtre sur un réseau social, est-ce qu'elle l'a vraiment porté ou pas? Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu vas avoir plus de vues avec le post sur les réseaux sociaux que des gens qui vont te voir dans la vraie vie. Donc, qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est qu'on te voit sur Insta ou qu'on te voit en vrai? Et donc, à partir de là, ces questions, en effet, de choses, d'embellir, enfin, comme on l'a déjà eu d'ailleurs, hein, même, on dit souvent des photos de stars qui sont photoshopées ou nos propres filtres qui sont améliorés. Et ces questions, voilà, de notre double numérique, souvent, qui est un peu plus séduisant que notre double réel. Donc, et donc, voilà, il y a une projection de nous-mêmes, quoi. Donc, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais alors, juste pour revenir un petit peu là, des choses un peu terre à terre aussi. Cette exposition, est-ce que justement, donc, il y a des... Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a un côté rétrospectif, tu l'as dit, donc il y a un aspect avec des œuvres qui sont sorties notamment sur Super Art. Est-ce qu'il y a des œuvres en vente aussi? Alors, c'est une exposition institutionnelle, donc on ne fait pas de la vente sur l'expo, ça ne nous intéresse pas, c'est vraiment de faire un projet qui reste dans le parcours de l'artiste déjà, parce que c'est une grosse expo pour lui, donc dans son CV. Et pour moi, en tant que curatrice, c'est un projet important au niveau educational. Moi,
j'ai un rôle, on se connaît depuis longtemps, j'ai un rôle un peu transversal parce que je suis manager d'artistes, donc je les accompagne sur tous des projets pour l'organisation, le timing, les contrats, respecter les enjeux, les impératifs. J'ai un côté galériste parce que j'ai une galerie d'art à la maison qui est une galerie de famille et qui existe depuis plus de 100 ans. Mais j'ai aussi un côté curatorial et je pense que la partie des formations et d'éducation, là, c'est très important. Donc, avec ce projet, on veut vraiment commencer à institutionnaliser des nouvelles formes d'art et c'est ce qui m'intéresse en premier en ce moment. Après, bien évidemment, Andrea, c'est un des artistes que j'ai dans ma galerie. Donc, si quelqu'un est intéressé à d'œuvres d'art de l'exposition, on va en parler avec grand plaisir. Et après, on présentera juste à la fin de l'exposition qui termine en janvier. En février, en mars, j'ai des foires où on va amener quelques œuvres de l'exposition aussi dans les foires d'art. Donc, il y a un mélange et je pense que le marché de l'art, c'est quand même important. Là, on a vu aussi le poids d'un Art Basel avec 0,10. Mais c'est important aussi, je trouve, commencer à amener dans ces gros contextes institutionnels, soit que ce soit business comme une foire, comme une galerie, soit que ce soit purement educational comme un musée. Et donc, justement, on a cité l'acquisition du MoMA pour super récente. Moi, c'est ce que ça m'intéresse. Ouais, je remets dans le contexte aussi, parce que pour Rem, qui n'a peut-être pas suivi, par exemple. Ah non, non seulement j'ai suivi, mais c'était une de mes questions. Donc, non, oui, donc en effet, on a une acquisition qui a été communiquée hier ou avant-hier, donc sur le MoMA, qui a fait l'acquisition via des donations, évidemment, de 8 CryptoPunk et 8 Chromie Squiggle, je crois, ainsi que, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais aussi des œuvres en AI d'ailleurs, si je ne me trompe pas, des œuvres d'un artiste, et là, voilà, je me souviens plus qui d'ailleurs. Et des œuvres de Raphaël Rosendahl, je crois aussi. Raphaël Rosendahl, exactement. Donc voilà, donc une triple acquisition par le MoMA via des donations et notamment plusieurs, on va dire, patrons qui ont facilité, qui sont allés chercher dans leur collection personnelle pour faire ces donations. Et donc, c'est vrai que voilà, on a beaucoup communiqué là-dessus. Parce qu'on est en fait, voilà, on est dans cette recherche institutionnelle perpétuelle. Et le MoMA, c'est vrai que c'est peut-être en tout cas le musée le plus visible, le plus connu, on va dire, dans les targets, en tout cas dans le monde de l'art contemporain, assurément. Puis il y avait déjà eu des expositions et des acquisitions d'ailleurs avec Refik Anadol. Refik Anadol, il y a des années, ouais. Exactement. Et vas-y, Sandy. Non, mais franchement, moi, je pense que l'important dans cet aspect-là, après, il y a toujours un côté, même dans l'institution, là, le marché de l'art, c'est quand même un marché avec un peu des marionnettes, tu vois, et c'est un peu piloté. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, je ne veux pas faire des... Tu es en train de parler d'une cabale, là. Alors... Moi, je pense que même quand il y a l'important, c'est l'objectif final. Et c'est, de mon côté, l'objectif final, c'est de faire en sorte que petit à petit, l'art numérique puisse avoir son rôle et il ne faut pas qu'il se justifie chaque fois. Là, par exemple, si on veut reprendre un autre cas de ces derniers mois, et on pense à Christie's qui a arrêté la partie art digital. Sébastien est parti, ils ont fermé. Ce qu'ils ont dit, c'est oui, on va arrêter cette division d'art numérique, d'art digital, parce que tout à fait, l'art digital peut
peut faire partie de la collection art contemporain. Alors, quand j'ai eu la nouvelle, je l'ai pris assez mal. Surtout parce que et c'était un cours, presque un cours l'enchère Bitcoin avec le livre History of Bitcoin qui a été totalement supprimé et annulé, l'enchère qui était prévue avec les œuvres, le livre et les œuvres qui étaient déjà délivrées chez Christie's. Donc, moi, franchement, je l'avais pris assez mal parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ils vont le faire rentrer dans l'art contemporain? Pour l'instant, je n'ai pas vu ça, mais c'est l'objectif final que j'espère qu'il y aura. Et donc, des acquisitions comme celle du MoMA, des présences comme 010 à Art Basel, mais dans de l'espoir qu'effectivement, on arrive à ça. Parce que justement, que l'art soit fait sur un papier, un toile, un bloc de marbre, ou que ce soit totalement digital à travers des outils différents, que ce soit intelligence artificielle ou pas, mais l'art numérique, tout à fait, c'est une forme d'art contemporaine qui parle d'aujourd'hui et qui est beaucoup plus contemporaine d'autres formes d'art contemporaine qui coûtent et qui ont été justement, qui ont déjà passé l'approbation pour devenir historique, même dans le contemporain. Donc, même si pour y arriver, il y a des formes et des sélections qui ne sont pas complètes. C'est-à-dire, moi, je suis hyper ravie pour les œuvres qui ont été choisies. Après, ils ne sont pas la totalité de l'art numérique. C'est-à-dire, les PFP ne sont pas uniquement... on a des grands objets... là, je suis de part, mais Alcatao, c'est un des objets qui ont fait l'histoire de l'art numérique. Donc, je pense qu'il faut continuer sur ça. C'est le démarrage. Mais si d'une façon ou de l'autre, on arrive aux institutions et les institutions arrivent petit à petit à faire rentrer l'art numérique en tant qu'art contemporain, c'est ça le... Et donc, c'est ce que je veux travailler au quotidien dans mon approche et faire de l'éducation pour que les gens puissent comprendre. Et c'est pour ça que Alterspace, comme projet, ce énorme LED a été mis dans la cour du musée. Ça ne m'intéresse pas faire des ventes, mais ça m'intéresse l'institutionnalisation des artistes qui sont dedans. Et donc, j'ai forcément, en tant que curatrice, choisi des artistes super connus et qui ont fait l'histoire de ces nouvelles genres d'art, comme Thomas Schlag, comme Ana Maria Caballero, des gros noms, mais aussi bien inviter les jeunes artistes, les jeunes talents à envoyer leurs œuvres et donner de la place, donner de la visibilité. Parce que ça, c'est parler ce qu'on est en train de vivre. Et là, on avait trouvé aussi un sponsor pour les coûts, parce que justement, il y a des coûts aussi pour faire de l'éducation, de la formation. Et je ne vous cache pas que gérer une expo de 3 mois dans un musée, ce sont des coûts énormes. Alors, soit tu as des gros partenaires, soit c'est difficile. Donc, justement, on avait, pour l'installation dans la cour, on avait Cupra, la marque des automobiles, des voitures, qui nous a accompagnés sur ce projet parce qu'ils ont compris la vision. Ils ont fait un mariage des valeurs. Ils ont compris l'envie de pousser des frontières, de donner de la possibilité à des jeunes talents, de faire de l'innovation, de faire une recherche esthétique. Et c'est très important. Donc, moi, je pense qu'on a besoin d'évoluer dans cette direction. Génial, génial. Franchement, et bravo. Franchement, bravo, Sandy, parce que c'est pas facile, en effet, de monter ce genre d'expo. Bravo aussi pour trouver des sponsors de ce type-là, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ces sponsors du monde réel, on va dire tout simplement, qui rejoignent l'initiative, qui se mettent dedans. Puis d'ailleurs, je pense que aussi
C'est une des forces d'Andrea aussi, hein. Il travaille avec pas mal de marques, justement. Et il arrive à les entraîner aussi dans son univers, on va dire. Voilà, non, moi, je voulais simplement te féliciter, vous inviter, hein, si vous allez à Milan, du coup, dans le prochain mois, l'expo est encore ouverte, justement, jusqu'à fin On a janvier. un mois, Un jusqu'au mois. 25 janvier. Donc, Voilà, même exactement. pendant les vacances, ouais, si vous faites un petit voyage, on vous attend. Un petit tour en Italie, tu vois, voilà, Rennes, t'es pas loin, tu peux aller faire un Ouais, tout à fait. petit Je voulais aller-retour. savoir justement le ressenti des visiteurs, les réactions que tu as eues. Parce que j'imagine que, comme tu dis, là, ils n'avaient même pas besoin de billets, donc peut-être qu'ils sont passés pour aller voir une autre expo, mais ils se sont retrouvés un peu confrontés à ces œuvres-là et savoir un Exactement. peu leur. Ouais, bah justement, le fait de mettre le maxi LED dans la cour, c'était pour ne pas prendre uniquement les visiteurs d'Andrea Crespi, qui sont quand même, entre guillemets, un petit groupe, une petite niche. Mais ceux qui vont voir des expos, on peut se dire vraiment historiques, comme Dali, Picasso et Miro, ou des jeunes qui vont voir des trucs, des musiques électro et comme ça. C'était justement pour arriver d'une façon transversale au monde entier. Il y a même maintenant, ils ont fait dans la cour aussi un petit marché de Noël. Donc, il y a aussi des familles, des enfants. Et justement, le fait qu'elle soit à côté, libre, on a eu des très bonnes réactions. C'est très important parce que 5 mètres d'auteur, quand même, tu ne peux pas ne pas le voir. Et surtout, il est ouvert, il est enllumé tout le temps que le musée est ouvert. C'est-à-dire, il est enllumé dès 8 heures du matin à minuit le soir, tous les jours. Donc, même quand l'expo d'Andrea s'est fermée, le LED, c'est actif. Donc, on a vraiment pris beaucoup de visiteurs. Là, c'est Fabio Giampietro et Deborah Hirsch. Donc, on a eu vraiment pas mal d'artistes qui ont participé. Après, pour l'expo d'Andrea, même si Andrea, c'est un artiste qui a déjà travaillé un peu partout dans le monde et qui commence à être très connu surtout sur Milan parce qu'il est basé là, il reste quand même pas autant connu qu'un Dali, Picasso et Miro. Et on a eu des retours hyper positifs. Parce que, par exemple, même les parcours, c'est un parcours esthétiquement beau. Donc, il y a des tableaux, il y a de la couleur, il y a de l'optical, il y a des jeux. Oui, ça parle, ça touche, c'est interactif, c'est varié. Interactif. Ouais, la dernière installation, c'est un room, ah là là. Oui, c'est une salle. Ah là là, je ne pars plus. C'est une salle pleine de miroirs. Donc, les spectateurs et protagonistes. Donc, ça aide énormément. Mais sur toutes les œuvres, on a mis un QR code pour avoir l'explication de l'œuvre. Donc, il y a des jeunes qui t'accompagnent dans le parcours et t'expliquent l'expo si tu veux approfondir, si tu as besoin de comprendre plus. Mais même pour un visiteur qui veut visiter librement, plus rapidement, il peut avoir les informations pour arriver à la compréhension réelle, parce qu'on sait bien que quand on parle d'art contemporain, il n'est pas automatique comprendre l'objet final, les motifs, les réflexions. Et on a eu des retours des gens qui nous ont dit c'est génial, c'est la plus belle expo que j'ai vue dans les dernières périodes. Wow. Même au niveau de parcours, c'est vraiment très immersif. Et donc, on est content parce que c'était un travail d'équipe. Andrea, il a une vision énorme, toujours, il a 10 millions des idées. Après, moi et une autre curatrice, on a essayé aussi à traduire ces parcours et on a réfléchi tous ensemble. Là, la semaine dernière, on a présenté les catalogues de l'Expo et dans les catalogues de l'Expo, on a invité des gens qui… bien évidemment, nous, moi et l'autre curatrice, la directrice du musée, on a écrit les textes, mais aussi bien l'assesseur à la culture, aussi bien une journaliste, aussi bien une personne spécialisée en AI, une influenceuse technologie et numérique. Donc, on a invité des professionnels dans ces mondes
pas seulement de l'art, mais de ce que c'est le digital aujourd'hui, à donner leur interprétation. Et aussi bien Super Air, il a écrit un texte. Donc, on a voulu aussi faire le catalogue d'expo, pas d'une version vieillotte, uniquement la description de l'œuvre et la photo de l'œuvre, mais plutôt un sorte de contenu pour réfléchir tous ensemble avec des experts professionnels de ces milieux-là. Et même en termes de graphiques, c'est un peu plus un style de magazine qu'un catalogue. C'est plus petit, c'est plus dynamique. C'est pas le gros, lourd truc de l'époque. Génial. Bah, franchement, bravo Sandy, parce que on voit que c'est un travail. Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un travail qui est monumental et c'est énormément de travail. Tu l'as dit, en plus, beaucoup de moyens aussi pour mettre tout ça en place. L'expo, jouer avec toutes ces matières, jouer avec avec l'interactivité, documenter, écrire, communiquer. Donc, bravo pour tout ça, Sandy. Je rappelle un peu rapidement le nom des artistes qu'on a demandé aussi, qui sont exposés. Là, on en voit quelques-uns, justement. Donc, évidemment, Too Much Lag, on l'a dit, Fabio Giapietro, Anna Maria Caballero, Andrea Ciempo, Vittorio Bonapace, Ryan Koopmans, tu l'as dit, Alice Wexel, Deborah Hirsch, Alberto Maria, et Sylvia Birds aussi, pardon. Sylvia Birds, non, c'est quoi, c'est le nom de l'œuvre? Non, ça c'est le titre de l'œuvre. Ouais. Oui, pardon, c'est ça. Alberto Maria Colombo, Zem. Il y a des choses que je découvre aussi. Waro. Et Waro, en effet, ouais. Donc il y a des artistes que j'ai envie de creuser déjà en regardant tout ça. On les mettra, évidemment, on mettra le lien dans l'article aussi. Mais je voulais simplement te remercier, Sandy, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, justement, sur ce rapport aux institutions aussi. Et Rem, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire, en fait, en vous écoutant, j'ai réalisé un truc que j'avais peut-être pas forcément pris conscience jusque-là. C'est que souvent on dit oui, on est en avance, peut-être que l'art digital est trop en avance par rapport aux gens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une erreur. En fait, l'art digital, en fait, c'est la forme d'art qui est la plus en lien avec l'époque actuelle. Et c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que ça nous parle. Enfin, moi, c'est pour ça que ça m'a parlé, parce que c'est l'art de notre génération. En fait, c'est pas nous qui sommes en avance, finalement, c'est les institutions qui sont en retard. Ouais, mais c'est leur rôle. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Pour arriver au gros dino, on a besoin de beaucoup de gens qui puissent faire de la formation. C'est pour ça que je pense que c'est important toujours en parler, divulguer, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans les universités, les panels, petit à petit les expos, pour arriver à construire ce qui sera la normalité du futur. Exactement, le nouveau normal. Eh bien, écoute, je pense que en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Sandy, pour un des derniers épisodes de l'année. J'espère qu'on se verra avant l'année prochaine, peut-être. Juste à Katao, ils sont toujours là? Ouais, ils sont toujours là, ils sont là derrière moi. On adore, donc forcément. Ouais, tout à fait. Là, ils sont toujours en train de travailler sur des longs termes projets. Actuellement, on est en train de travailler sur un projet d'art génératif. On avait déjà lancé avec vous, on avait participé à un NFT Morning il y a 2 ans quand on a présenté Aleph Zero, qui est toujours active. Là, on a lancé les pièces physiques brodées d'Aleph Zero. Donc, on n'a pas arrêté là, mais on est en train de développer un autre gros projet d'art générative toujours avec Insight, qui sont les partenaires pour cet aspect des Katao. Après, sur Queens and Kings, qui aussi bien vous connaissez très bien, on est en train de réaliser des short animated movies
So, J'ai vu des créations avec de l'AI aussi, justement. exactement. Donc, là, ce sont des projets qu'on a commencé il y a 1 an et demi parce que, vous savez, avec Katao, c'est la super précision et les réflexions sur l'expérimentation. Donc, on a pas mal des choses en cours, mais on s'arrête jamais. Et eux, au contraire, ils sont en train de revenir aussi bien à l'art physique. L'art numérique, ça reste leur priorité, mais le lien avec le physique aussi, eux, ils venaient de l'art physique, justement, ce que j'ai derrière moi. Donc, ouais, on s'arrête jamais, on s'arrête jamais. J'espère qu'on te reverra prochainement pour des futurs projets. Et merci beaucoup. Passez de très très bonnes fêtes à tous et toutes. Profitez un petit peu, touchez de l'herbe, de la neige ou ce que vous avez sous la main. Et puis, on se revoit. Je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine. Hein, même, il va y avoir quelque chose. Mais je crois qu'il n'y a pas un truc avec Fanny. Exactement. Je me souvenais plus qu'on avait. Je savais qu'on avait quelque chose de prévu. Pas que Fanny d'ailleurs, avec 100 Collectors. Exactement. Donc voilà, on est en rythme vacances. Donc c'est mardi prochain, le 30. À 9h du matin, on sera en effet avec Eleonora Brizzi, Fanny Lacoubet, Pauline Fossel pour le 100C Morning. Donc justement, on va encore parler d'institutions et on va encore parler justement de galeries, de musées et on va faire une rétrospective en plus justement sur les grandes expos de l'année 2025. Donc restez avec nous. Passez de bonnes fêtes d'ici là, amusez-vous bien et good morning. Good morning. Happy, really happy to be with you. Happy, really happy to be with you.